Bonjour et bienvenue dans Club Spotter. Aujourd'hui, je suis hyper contente d'être avec Rémi, qui est le cofondateur de l'agence 1 minute 30. Et je vais te laisser te présenter, Rémi. Bonjour Maureen, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, pour me présenter très brièvement, ça fait 20 ans que je suis dans le monde des CRM, dans la tech, de différentes manières, avec toutes les technos, toutes les plateformes que j'ai vu passer, passant par l'Adobe Campaign, du Salesforce, etc. Et j'ai monté il y a maintenant 5 ans une filiale d'un groupe qui s'appelait Convertéo Technologies, qui était en fait un partenaire d'HubSpot, notamment. Filiale qui a pris pas mal d'essor et qui est grossi. On était 70 au bout de 4 ans. Et on a fait, il y a 1 an et demi maintenant, une spin-off. Donc, on a fait un rachat partiel de cette activité pour rejoindre 1 minute 30. 1 minute 30, c'est quelque chose qu'avait fondé Gabriel. Donc, je ne suis pas cofondateur de Gabriel de 1 minute. J'avais fondé Convertéo Technologies, mais pas 1 minute 30. Et Gabriel avait fondé ça il y a 12 ans. Ok. Très orienté marketing et un des pionniers de l'inbound marketing en France, très clairement reconnu comme tel, avec une belle épopée pendant 10-12 ans autour de l'inbound marketing et des conseils marketing d'agence. C'est très orienté agence. En fait, le rapprochement des deux, moi étant plus tech, a fait qu'aujourd'hui, on a un ensemble très cohérent. On est capable de servir nos clients de A à Z. Ok, hyper clair. Aujourd'hui, tu es le mauvais élève de Club Spotter et tu as décidé de ne pas préparer ton thème à l'avant. Et en fait, il faut savoir improviser quand on est une agence. Et en fait, c'est toujours le jour où tu arrives dans une réunion avec un client et tu sais déjà les réponses, t'es mauvais. T'es moins pertinent parce qu'il faut savoir, en fait, cette capacité d'écoute et cette capacité en permanence de se challenger. Donc, j'ai choisi un thème, il y a quelques minutes, qui est, en fait, avec quoi intégrer HubSpot. C'est-à-dire, HubSpot, c'est très bien. C'est un écosystème CRM qui est assez complet. Pour autant, en fait, seul, il peut perdre un peu de sa valeur. Et donc, avec quoi il faut l'intégrer. Ok, super. Alors ma première question, ce sera selon toi, quels sont le top 5 des intégrations à mettre en place quand on débute avec HubSpot? Alors, en fait, tout dépend parce que HubSpot, c'est quelque chose qui est polymorphe. C'est à la fois un bel outil de service client. C'est à la fois un très bel outil de marketing automation et c'est quand même sa première réputation. Et c'est à la fois un très bel outil pour les forces de vente. Mm. Et en fait, quand on a besoin, par exemple, de faire du marketing automation, ce qui nous intéresse, c'est la connaissance client, les bonnes informations de segmentation et surtout les bons éléments d'activation, c'est-à-dire les informations de personnalisation. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'abord être capable, au niveau du marketing, d'avoir une capacité de ciblage, une capacité d'enrichissement de la donnée, et puis surtout une capacité d'acquisition de nouveaux leads. Donc, on peut, par exemple, penser à HubLead comme premier connecteur de référence, mais tout ce qui va nous permettre aussi de nous collecter des bases. Par exemple, on a des clients pour qui on va aller chercher de l'open data. On a, par exemple, un prospect en ce moment qui travaille sur les réseaux de santé, donc on récupère l'intégralité des 2 200 000 professionnels de santé du registre national des professionnels de santé au niveau de la Sécu, qui est une donnée très pertinente pour eux parce qu'elle a beaucoup de valeur. Elle te donne tout de suite ton portefeuille et ton assiette avec qui tu vas travailler. Donc là, quand on parle d'intégration, en fait, on va prendre différents sujets. On va prendre qu'est-ce qui m'intéresse en termes de prospects. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher des codes NAV? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher des registres professionnels, verticaux? Il y en a plein, en fait, dans l'open data. Est-ce que j'ai besoin d'avoir plutôt des outils de qualification, type Uplead, mais il y en a d'autres aussi, des nominations, des outils complémentaires qui vont me permettre d'avoir une meilleure capacité d'activation, d'aller rechercher et créer du lead chez les prospects? Ou au contraire, est-ce que je vais avoir besoin, en fait, d'avoir une capacité d'activation, donc d'enrichissement, une fois que j'ai enrichi, et mes capacités d'activation dans les connecteurs les plus classiques, c'est les autres canaux. Donc, c'est les autres qui n'ont pas beaucoup de marketing, dans le marketing automation de mail, mais c'est aussi du SMS, c'est du WhatsApp, c'est du LinkedIn, c'est plein d'autres outils qui nous permettent d'interagir avec les clients et de pouvoir, en fait, les faire réagir et les activer. Après, on a aussi tout ce qui est push, qui est un gros vecteur d'activation dans certains réseaux, B2B par exemple, ou B2C, quand on a des professionnels ou des résidentiels qui ont une application, qui vont pouvoir être réactivés par ce canal. Ok. Et dans cette logique-là, alors t'es parti sur la partie sales, sur la partie marketing, est-ce que tu as des intégrations Alors, j'étais beaucoup sur la partie marketing, sur la partie 16, tu vas aller encore plus loin, parce que tu vas aller sur Ok, la partie ERP, tu vas aller ok, chercher toutes les informations transactionnelles. En fait, l'acte de vente n'est que le début de l'histoire de la relation avec le client. ouais, Donc, ça veut dire que derrière, ils te font tous les outils qui peuvent être
parfois de la connaissance produit, donc des CPQ, des moteurs de feed, des outils qui vont te permettre d'être plus efficace dans ton acte de vente, des outils de géolocalisation, des outils d'aide à la tournée, côté sales, qui vont te permettre de mieux gérer ton portefeuille et être plus efficace au quotidien. Mais derrière, c'est aussi en fait l'enchantement. Et donc, et l'enchantement côté client, c'est d'avoir en fait la qualification de l'onboarding. Ça peut être du suivi de projet. Donc, on a pas mal de clients sur lesquels on va se connecter vers un outil de pilotage de projet. Ça peut être parfois de la logistique, se connecter à un warehouse management system quand on parle de livraison, ou un logisticien du dernier kilomètre, être capable de se connecter par exemple avec Urbans pour pouvoir connaître exactement quand est-ce que le client va être livré, savoir qu'il est à 2 livraisons. Sa livraison fait partie de l'enchantement. Tout ça, ça fait partie en fait réellement de la gestion de la relation client. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que mon client va avoir une très bonne expérience et dans son acte d'achat, et qu'est-ce qui fait que moi, en tant que commercial, j'ai été très efficace et pouvoir être en permanence à même de donner la next best action. Et puis derrière, une fois mon acte d'achat réalisé, qu'est-ce qui fait que ma première expérience client, mon enchantement, va faire que ça va partir. Par exemple, j'avais travaillé avec un centre de, on va dire, de loisirs. Les centres de loisirs, ils voulaient mettre des acteurs au niveau du support client pour que chaque interface, chaque relation au niveau du support client soit comme une expérience d'enchantement. Dans laquelle, en fait, il soit dans un rôle, imagine que tu appelles Disneyland et que tu as Mickey qui te réponde au téléphone ou Minnie ou etc. Ça peut avoir un côté réducteur et pour autant, ça fait partie de l'enchantement client. Alors, est-ce que les parents seraient ravis d'avoir Minnie au téléphone quand ils ont un problème avec un pass Disneyland? Je suis pas sûre. On sait pas. Je suis pas sûr. Et s'il y a Picsou, c'est encore pire. Ok. Donc, pour toi, les intégrations, elles se pensent à 3 phases différentes du cycle de vente. En commençant par les sales, inéluctablement, et ensuite en évoluant sur l'onboarding, l'expérience client et l'entretien de la relation client avec le support, etc. Ok. Et sur cette dernière phase-là, c'est intéressant parce qu'on n'en parle jamais dans Club Sweater, donc c'est une bonne approche de parler de l'après, de la relation client. Est-ce que tu as des exemples d'intégration, alors hors ERP, logistique, etc. Des exemples, de gestion de la relation client en post-achat, en termes d'intégration, je sais pas, du Zendesk. Alors, en termes d'intégration, par exemple, on travaille avec un groupe de presse dans lequel il y a un gestionnaire d'abonnement. Dans le gestionnaire d'abonnement, il y a à peu près 600 000 à 700 000 réclamations par an pour des problèmes de livraison, des problèmes de logistique, des problèmes de compréhension de l'abonnement, compréhension de la facture, etc. Et donc ça veut dire que tu es connecté en fait à tout l'aspect logistique de l'expérience client dans l'abonnement. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'identifier sur sa version en ligne, ça peut être quelqu'un qui a un problème de daté. On appelle un problème de daté, c'est qu'il n'a pas eu son journal le matin à l'heure prévue. Et il a une vraie déception. Et être capable de gérer, en fait, et de connaître toute cette expérience client, c'est un bon exemple. On a un autre exemple qui est, en fait, on va dire un distributeur, un réseau de distribution logisticien. Donc, qui a un vrai sujet qui vend, en fait, une prestation de transport de colis. Donc, il signe des contrats cadres sur la mise en place d'une logistique, un centre, par exemple, de points de stock de médicaments et des pharmacies. Ça, en fait, quand ils mettent en place le contrat n'est que le début de l'aventure, c'est-à-dire qu'il faut que les premières expériences de livraison, en dehors des heures d'ouverture, se passent bien. Et donc là, il y a tout un enjeu sur réellement faire que le client devienne un client actif et un client satisfait, c'est-à-dire que sa première expérience soit la bonne. Mais ce qui est vrai pour ça est vrai aussi dans d'autres secteurs. Je pense par exemple à des personnes dans le métier de bouche qui livrent au quotidien des professionnels et donc qui livrent des plats ou des matières premières, du sec ou du froid et du préparé conditionné à des bouchers charcutiers traiteurs, donc on appelle les BCT, ou à d'autres secteurs d'activité comme les collectivités. En fait, il y a un vrai enjeu que au quotidien ça se passe bien. Et il faut très peu de temps pour perdre un client. C'est-à-dire, il suffit de rater une opportunité de livraison, rater un vrai incident pour que si c'est pas bien traité, ça dégrade tout de suite la perception et l'image. Et ça, c'est vraiment se connecter au système opérationnel derrière. Donc, bien sûr, il y a du Zendesk. Bien sûr, il y a des outils de téléphonie. L'outil de téléphonie, c'est tout bête. On prend n'importe quel centre. Aujourd'hui, quand on prend un centre d'appel, il faut en moyenne 30 secondes
pour retrouver la fiche client. Ok. Être capable, juste au pré-décroché, ce qu'on appelle pré-décroché, être capable tout de suite d'avoir préchargé la fiche client côté centre d'appel, bah, c'est 30 secondes de moins dans le traitement. Donc, quand on prend, par exemple, on l'avait fait sur un centre d'appel qui est dédié ce qu'on appelle au tourisme de plein air, c'est-à-dire le camping. Ok. Un joli mot pour C'est dire un le joli camping. mot, oui. C'est joli. Je connaissais pas. Et donc, dans ce tourisme de plein air, le vrai enjeu, c'est que tu as à peu près un temps de traitement de 4 minutes 30 par appel et que 90% des réservations se finissent encore dans ce monde-là par téléphone. Parce qu'il y a des notions d'art, parce qu'il y a... Bref, c'est la tradition. Ils avaient, en période de réservation, un taux de décroché de 90%, c'est-à-dire 10% qui n'arrivent pas à décrocher parce qu'il n'y a pas assez d'opérateurs. En fait, gagner les 30 secondes, c'est gagner, en fait, un 9e du temps d'appel. Donc, c'est augmenter concrètement 12% ton taux de décroché et c'est augmenter ton chiffre d'affaires de 6% juste en connectant ton système de téléphonie. Donc, capable de dire, ah, c'est Monsieur Dupont qui est dans telle phase client, qui regarde pour tel séjour à tel endroit, et je vais pouvoir lui proposer en plus ça et ça. Donc l'intégration, c'est vraiment, il faut être très pragmatique et très logique, c'est se dire, ok, quelle est l'information pertinente qui va faire que je vais gagner moi en productivité en interne et que mon expérience client va être meilleure. Et c'est vraiment ça, tu te poses la question. Je vois beaucoup de clients qui s'amusent à connecter un maximum de connecteurs au cas où. Donc, je pense, par exemple, malheureusement, il doit y avoir on va dire 40% des connecteurs de SMS Factor qui ne routent jamais de SMS. Parce que, au cas où un jour on voudrait envoyer des SMS. En fait, il faut juste être super pragmatique et se dire, comment j'améliore mon expérience client au fur et à mesure. Ok. C'est hyper important. C'est vrai que l'expérience client, on n'en parle pas souvent. Alors, en plus, c'est rigolo, tu parles de logistique parce que je sais pas si t'as fait vrai ou pas. Mais, moi, j'étais dans une boîte de logistique. Enfin, on était tous, d'ailleurs, avec, Julien et Bastien dans une boîte de logistique avant. Donc, C'était pas exprès. Ok. Ben, ça me parle particulièrement parce qu'effectivement, cette notion-là, d'expérience client, d'avoir l'information qui pop assez, rapidement parce qu'en fait, on a besoin d'avoir une information, c'est quelqu'un qui nous contacte en SAV parce qu'il a perçu son colis, on est censé savoir où est son colis. Exactement. Savoir que t'as ton bon de sortie et que ton BL a été fait, ton BL de préparation est passé, que ta préparation de commande est partie, que ton truc est sorti, ne serait-ce que de ton entrepôt et que c'est ton logisticien qui a pris le relais, que t'as le numéro de tracking du logisticien et t'as une date estimée de livraison. Et ça, c'est quand c'est encore simple et quand t'as des trucs un peu complexes, t'as les incoterms. Donc les incoterms, ça veut dire que t'as des délais de livraison qui sont longs. Donc la traçabilité est critique sur les délais et la productivité derrière de ton client. Et si t'as pas une information un jour, bah, à part dire, ok, je vais me renseigner et mettre un quart d'heure, une demi-heure à aller chercher l'info, tu peux pas faire grand chose. Ouais. C'est assez symptomatique et surtout sur alors, encore plus sur des thématiques, de livraison et de délai, enfin, d'attente client, dans leur expérience. Mais c'est aussi vrai sur des métiers, plus tech. Nous, on voit aussi, sur du SaaS, quand on a quelqu'un dans le chat, ou autre. Il est hyper important qu'en fait, le HubSpot soit à jour pour qu'on sache exactement avec qui on parle, quel est son statut, est-ce qu'il est client ou pas encore, c'est hyper important d'avoir toutes ces infos-là parce que ça va nous permettre de mieux gérer déjà sa demande et de savoir sur quelle licence il est. Puis, il n'y a pas pire impair que d'essayer de proposer en fait une offre à un client qui est en train de traiter une réclame. Là, tu dis, en fait, c'est contre-productif. Il commençait déjà par me servir avant de commencer de me fournir autre chose. Mais c'est un grand classique. Pourtant, ça arrive encore. Hein. Ça arrive tout le temps. Et même dans la vie, dans la vie de tous les jours, moi je le vois. Quand j'ai eu un problème de téléphone, j'ai appelé pour me plaindre clairement du service d'une compagnie que je ne citerai pas. Et on m'a rappelé le lendemain en me proposant une offre qui upgradait avec un prix encore plus délirant. Je savais, en fait, suivez vos clients parce que là, je suis pas du tout contente. Mais en fait, c'est aussi toute la spécificité d'HubSpot. Hein. Quand tu prends tous les CRM du marché, donc je prends Odoo, Salesforce, Adobe, on peut appeler ça un CRM, Microsoft Dynamics, puis après on peut prendre des Yellow Pages ou plein d'autres. On a beaucoup quand même des nos CRM ou .io. Même des outils qui sont détournés en CRM, exactement. Notion, Airtable. Mais tous ces CRM-là, en fait, HubSpot est l'exception dans le sens tu as une base client qui est au centre. Ça peut pas être bizarre, hein, mais de se dire que avoir un CRM dans lequel la base client est le centre de l'information,
le premier sujet central autour duquel tout est bâti, en fait, il y a que quasiment qui est comme ça. Ouais, c'est vrai. Et on voit de plus en plus de gens revenir sur HubSpot après. Traiter CSO et Ouais, exactement. Non et mais Odoo et autres. c'est fou. Merci beaucoup. On va Oui. passer à un autre temps fort de l'interview, qui est l'anecdote. Tu nous as préparé une belle anecdote qui, je pense, a moyen de conclure dans les meilleures anecdotes de ClubSpotter. Donc, En fait, c'est assez simple. Pendant très longtemps, on était dans l'artisanat quand on parlait de mailing. Donc, quand on parlait de mailing, il fallait shooter des mails, soit via Mailjet, soit Sheetamail, soit il n'y avait pas encore les Brevo, mais il y avait d'autres, Adobe Campaign, and so on. Et donc, on en faisait beaucoup à l'époque manuellement. Et on a du coup créé deux catégories, un concours à deux catégories en interne dans l'entreprise, et ça fait des années qu'ils existent. Le meilleur spammer. Et dans le meilleur spammer, on a la catégorie client, je ne pourrais pas citer aujourd'hui, la catégorie interne. Donc les clients, ça veut dire les clients qui par maladresse vont faire le plus gros spam du monde, tout simplement parce qu'ils vont router la mauvaise information de la mauvaise façon. Et puis les spammers internes, c'est quand on a un client qui nous demande de router une newsletter, quand on a fait une erreur de manip, fait que en fait on bat des records. Et donc là on en a un. Notamment, on avait un concours, c'était pour la réélection du président d'une association autour de la presse magazine. Je ne rentrerai pas dans le détail. ouais. Ça date d'il y a quelques années, dans lequel il y avait 24 ou 25 000 votants. Donc, on devait envoyer l'email d'invitation pour aller voter sur la plateforme pour ces 24 à 25 000 personnes. Et donc, on a un code qui a eu un petit bug. Et plutôt que d'envoyer 25 000 mails à 25 000 personnes, il a envoyé 25 000 mails à une personne. Donc, et le tout en moins de 2 minutes. C'est-à-dire qu'on a réussi à envoyer 25 000 mails à une seule personne en moins de 2 minutes et on pouvait même pas l'appeler. On n'avait pas ses coordonnées. On s'est dit, on va lui envoyer un mail, mais c'était pas une bonne idée. Parfait, non. Pour nous excuser. Et donc, on s'est retrouvé, en fait, dans une situation, voilà, du meilleur spammer de l'année. Mais tu bounces même pas, en plus, quand t'envoies 25 000 mails à la même personne. Trop tard, quoi. Là, on a juste bloqué sa boîte. Super. Et pour avoir le fin mot de l'histoire, elle vous a rappelé, elle vous a répondu à un mail, Alors, je pense qu'elle n'a jamais, non, on n'a jamais eu de nouvelles. Je pense que si cette personne, je la croisais un jour sur un salon et qu'elle me reconnaissait, Ouais. elle sortirait un marteau ou je ne sais quoi, mais non, on n'a pas eu de nouvelles après. Ok. Bon, si cette personne nous écoute, on est désolé pour elle, parce que ça doit pas être très agréable. Est-ce que tu peux nous donner les 3 points qu'on doit retenir de cette interview, les 3 choses les plus importantes selon toi? Fondamentalement, c'est pas un nombre d'intégrations qui compte, c'est des bonnes intégrations. La deuxième, c'est toujours aller chercher la source de vérité, c'est-à-dire où est la bonne information pertinente pour que mon métier soit plus efficace en tant que commercial, en tant que support client, en tant que marketing. Et donc, aller toujours chercher ma source de vérité, aller collecter ma source de vérité, c'est celle-là que je dois connecter à HubSpot et celle-là que je dois activer, pas une autre. Okay. Et puis, ma troisième, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est indirect, c'est que pour mesurer l'efficience, il faut mesurer. Donc, toujours avoir des indicateurs de performance et toujours savoir que ce que tu fais, à quoi ça sert. Et c'est-à-dire que si tu veux améliorer l'expérience client, il faut que tu mesures l'expérience. Et alors, je vais te donner une question, mais pour mesurer ton expérience client, alors je suppose que ça dépend aussi beaucoup des domaines d'activité, mais est-ce que tu as une ou deux KPI qui sont hyper importantes à traquer? Moi, je suis un grand fan, côté marketing, de ce qu'on appelle les populations blanches. Ok. Une population blanche, et tu dis, j'ai 100 000 personnes, je vais en isoler 500. Et quand j'ai une campagne qui cible ces 100 000 personnes, je vais en prendre 500 dans ces 100 000 à qui je vais pas shooter ma campagne. Ok. Et après coup, je vais regarder la performance, le chiffre d'affaires généré, la satisfaction, l'engagement, tout ce que tu veux, l'adhésion, de mes 99 500 personnes versus les 500. Je fais le delta et je regarde ça sur toute l'année. Ça, c'est quel est le chiffre d'affaires que m'a apporté l'équipe marketing pendant l'année. Ok, c'est bien intéressant. Et ça, en fait, c'est indéniable, c'est indiscutable. Tu fais toujours une population, tu peux même en prendre 500 qui sont pas dans le ciblage pour voir si c'est un problème de ciblage. Et en fait, tu es capable de neutraliser, complètement objectiver, quel est l'impact de ton activité marketing. Faut le regarder sur le long terme, parce que tu as plein de métriques à prendre en compte. Tu as bien entendu le chiffre d'affaires, mais tu as la notoriété de marque, tu as la satisfaction, tu as l'engagement, tu as plein de choses, la récurrence d'achat. Donc c'est pas un truc que tu regardes sur 3 semaines, c'est un truc que tu regardes sur 3 ans, 2 ans.
Mais en fait, cet objectif complètement tout le boulot que tu fais au niveau marketing. Ouais, hyper intéressant. Ok, j'avais jamais entendu parler de cette méthode-là et c'est hyper intéressant. Un mot de la fin? Toujours pragmatisme, c'est-à-dire science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc Ok. toujours super pragmatique, toujours penser. Ce que tu fais doit servir à quelque chose. Ce que tu fais doit te rendre service à ton client et le but du jeu c'est de le rendre autonome. Donc quand tu es une agence, le but du jeu c'est que ton client soit le plus autonome possible à la fin. Et donc ça veut dire en fait toujours lui donner aussi les raisons de tes choix. C'est-à-dire qu'on fait souvent en fait plein de choix plein de choix techniques, mais parce qu'on a raison, parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a des cheveux blancs, parce que ça fait des années qu'on fait ça. Le client a tendance à te croire, à te faire confiance, en fait, mais il faut lui expliquer pourquoi. Et quand tu lui expliques le pourquoi, il devient pragmatique lui aussi. Et il a quelque chose de pérenne derrière. C'est c'est un très bon conseil. Parce qu'on a tendance à beaucoup, surtout en tant que solution qui se rattache à un client, on a tendance à beaucoup prendre des décisions à la place des gens et pas forcément expliquer le pourquoi du comment. Et au final, ça peut même être parfois décevant pour le client parce que c'est pas du tout ce qu'il a envisagé, et pourtant ce serait ce qui est le plus opportun pour lui à monter. Et si on lui explique pas pourquoi, ben c'est compliqué. En fait, t'as des phases de co-création, tu essaies de construire avec lui, puis t'as plein de phases. Tu lui dis, mais laisse faire, t'inquiète, je le fais, je sais comment faire. Et en fait, c'est pas la bonne solution. Ok. Pragmatisme donc. Ouais. Merci beaucoup Rémi. Merci à toi. Bonne fin de journée.